Tu ne me touches plus, tu en as une autre? A-t-elle crié, en me reprochant la froideur de notre relation. Elle ne savait pas que j'avais installé une caméra dans le réveil posée sur la table de chevet. Dimanche, j'ai réuni la famille et j'ai lancé la lecture à la télévision. Elle a vu la vidéo avec le coach sportif, puis elle s'est évanouie de honte. Je m'appelle Adrien Delma, j'ai 34 ans et je suis infirmier dans un hôpital public ici à Créteil, en banlieue parisienne. Je travaille aux urgences, des gardes de 12 heures suivies de 36 heures de repos, enchaînant parfois quand il manque du personnel. Ce n'est pas glamour, c'est du sang, des cris, des gens qui meurent entre vos mains pendant que vous essayez de garder votre calme. C'est un jeune qui arrive blessé suite à un incident grave, un senior qui fait un infarctus, une femme qui accouche dans le couloir parce qu'il n'y a pas de lit. Mais j'aimais ça, ou du moins, j'aimais ça jusqu'à ce que je réalise que je vivais aussi un enfer à la maison. La routine était toujours la même, réveil à 5h30, un café rapide, le RER bondé jusqu'à l'hôpital, arriver là-bas et enfiler la blouse, qui était toujours un peu sale, un peu froissée, car la blanchisserie de l'hôpital ne suivait jamais. Passer la journée entière à courir d'un côté à l'autre, poser des perfusions, soigner les patients, tenir la main de gens qui meurent seuls. Rentrer à la maison à 19h, le dos en compote, les jambes lourdes et une seule envie, dormir. Mais Claire ne comprenait pas ça, ou plutôt, elle faisait semblant de ne pas comprendre. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors de la fête de la musique, dans le quartier du Marais, chez un de mes cousins. Elle était avec des amis, riant fort, dansant, très détendue. J'étais trop timide pour l'aborder, mais un ami plus courageux est allé engager la conversation. Finalement, c'est elle qui est venue me parler. Elle a dit qu'elle trouvait mon air de garçon sage intéressant. Moi, idiot, j'ai cru que c'était un compliment. Au début, c'était bien. Elle était affectueuse, attentionnée, mettait un point d'honneur à passer chez moi tous les jours après le travail. Elle travaillait comme secrétaire médicale dans une clinique privée dans le 16e arrondissement. Elle gagnait raisonnablement bien, avait une routine tranquille. Je pensais qu'on se complétait. Moi dans l'effervescence du public, elle dans le calme du privé. On est sortis ensemble 2 ans, on s'est mariés civilement, une petite cérémonie à la mairie de Champigny-sur-Marne. Juste la famille proche et quelques amis. Elle voulait une grande fête, mais je n'avais pas l'argent. J'ai promis qu'un jour on renouvellerait nos vœux avec tout ce qu'elle méritait. Les 2 premières années de mariage furent normales. Rien de spectaculaire, mais rien de mauvais non plus. On vivait dans un appartement loué près de la Marne, un 3 pièces, un petit salon, une cuisine étroite, un loyer de 1 200 €, plus 300 € de charges, plus les factures d'électricité, d'eau, internet. Il restait peu à la fin du mois, mais on s'en sortait. Je faisais des gardes supplémentaires quand c'était nécessaire. Elle économisait où elle pouvait, on se débrouillait. Mais il y a environ 8 mois, les choses ont commencé à changer. Et ce n'était pas soudain, c'était lent, comme une fuite d'eau d'un tuyau percé. D'abord, ce fut sa froideur. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma garde. Elle a arrêté de laisser le repas prêt, arrêté d'envoyer des messages pendant la journée. J'essayais de discuter, mais elle était toujours occupée, toujours sur son téléphone, riant toujours doucement de quelque chose que je ne connaissais pas. Ensuite sont venus les reproches. Elle a commencé à se plaindre que je ne lui donnais pas d'attention, que je ne l'emmenais pas sortir, que je n'achetais pas de cadeaux, que je n'étais pas romantique. J'essayais d'expliquer que j'étais fatigué, que je faisais des doubles gardes pour mettre de l'argent de côté, que je voulais nous offrir une vie meilleure, mais elle ne voulait rien entendre, elle voulait juste réclamer. Et puis est venue l'accusation. La première fois, c'était un jeudi, après une garde difficile. Ça avait été une nuit d'enfer. 3 personnes impliquées dans une altercation, 2 arrêts cardiaques, un enfant en pleine crise. Je suis arrivé à la maison à 7h20 du matin, épuisé, voulant juste m'allonger, mais elle était déjà réveillée, le visage fermé. « Tu es rentré tard. » Je l'ai regardé sans comprendre. « Claire, je rentre toujours à cette heure-ci. » La garde finit à 7h. Elle a croisé les bras. « Alors, pourquoi as-tu mis plus de temps aujourd'hui ? » Je n'ai pas mis plus de temps. Je suis arrivé à l'heure habituelle. C'est ça. Tu as dû t'arrêter quelque part, non ? Tu as rencontré quelqu'un. Je suis resté sans voix. Cela n'avait aucun sens. Mais j'étais trop fatigué pour me battre, alors j'ai juste secoué la tête et je suis allé dans la chambre.
Mais ce n'était que le début. Dans les semaines suivantes, les accusations sont devenues plus fréquentes. Elle a commencé à me demander avec qui je travaillais, s'il y avait de belles femmes dans le service, si je discutais avec les femmes médecins. Je répondais que non, que je ne faisais que mon travail, que je n'avais même pas le temps de penser à ces choses-là, mais plus je niais, plus elle insistait. Et puis est venue la phrase qui m'a vraiment blessé. C'était un samedi soir. On avait prévu de regarder un film ensemble, un truc simple, popcorn dans le salon, Netflix. Mais quand je me suis assis sur le canapé à côté d'elle, elle s'est levée. Je vais dans la chambre. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? On n'allait pas voir un film? Elle m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'ai pas envie d'être près de toi, Adrien. Tu ne me touches plus depuis des semaines. Tu ne m'embrasses pas, tu ne me serres pas dans tes bras, tu ne fais rien. C'est évident que tu en as une autre. Et c'est là que j'ai réalisé, elle m'accusait d'infidélité pour justifier son éloignement. Elle retournait la situation, rejetant la faute sur moi pour que je ne remarque pas ce qu'elle faisait. Premièrement, l'odeur. Quand je rentrais à la maison tard le soir, les draps du lit avaient une odeur différente. Ce n'était pas l'adoucissant qu'on utilisait, ce n'était pas son parfum. C'était quelque chose de plus lourd, plus masculin, un parfum cher, de ceux qu'on trouve aux Galeries Lafayette. J'ai demandé une fois, l'air de rien, tu as changé d'adoucissant? Elle ne m'a même pas regardé et a continué à manipuler son téléphone. Non. Pourquoi? Rien. J'ai trouvé que ça avait une odeur différente. Elle a haussé les épaules. Ça doit être une impression. Mais ce n'était pas une impression. J'en étais sûr. Deuxièmement, la douche. Chaque fois que je rentrais de garde, elle prenait sa douche. Peu importait l'heure, 2 heures du matin, 3 heures, 5 heures, toujours sous la douche, prenant toujours son temps. Et quand elle sortait, ses cheveux étaient mouillés, sa peau encore humide et elle ne me regardait jamais dans les yeux. Au début, j'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai rien dit. J'ai pensé que peut-être elle avait commencé à faire du sport le soir, je ne sais pas. Mais ensuite j'ai remarqué autre chose. Elle ne prenait jamais de douche avant que je parte en garde. Seulement après, seulement quand je n'étais pas à la maison. Troisièmement, le téléphone portable. Elle a commencé à se promener avec son téléphone tout le temps, collé à sa main, et toujours avec l'écran tourné vers le bas. Quand il sonnait, elle courait dans la chambre pour répondre. Quand je demandais qui c'était, elle avait toujours une excuse toute prête. Sa mère, une amie, le travail, mais elle ne me laissait jamais voir. Et quatrièmement, les sous-vêtements. Elle a commencé à porter de la lingerie fine, chose qu'elle n'avait jamais faite avant. Culotte en dentelle, soutien-gorge assorti, parfum fort, mais ce n'était pas pour moi, parce que quand on était ensemble, elle portait ses vieilles culottes en coton sans intérêt. La belle lingerie, c'était seulement les jours où je travaillais de nuit. J'ai relié les points et la conclusion était évidente, mais j'avais besoin de preuves parce que je savais que si je l'accusais sans preuve, elle retournerait la situation. Elle dirait que j'étais fou, paranoïaque, que c'était moi le fautif. Et à la fin, je serais le méchant de l'histoire. Alors j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai discuté avec Loïc, un ami qui travaille au service informatique de l'hôpital. Je n'ai pas dit pourquoi, j'ai juste demandé s'il connaissait une bonne caméra de surveillance discrète. Il m'a indiqué un magasin dans le centre de Paris, près de la gare de l'Est. Il a dit qu'ils avaient du matériel professionnel, mais aussi des options moins chères et dissimulées. Le samedi suivant, j'ai profité du fait que Claire était sortie passer la journée chez sa mère, à Boulogne-Billancourt. Elle avait dit qu'elle allait aider sa mère avec des travaux. J'ai dit que j'allais en profiter pour me reposer, mais en réalité je suis allé directement au magasin que Loïc m'avait indiqué. C'était un petit endroit, un peu caché, dans une galerie sur le boulevard de Strasbourg, une porte en verre dépoli avec un autocollant électronique et sécurité. Je suis entré et un homme mince d'environ 50 ans, avec des lunettes à monture épaisse, m'a accueilli. Bonjour. Que cherchez-vous? J'ai respiré profondément. J'ai besoin d'une caméra de surveillance, mais quelque chose de discret, très discret. Il a souri en coin, comme s'il avait entendu ça 1000 fois. Je comprends. Pour un usage domestique? J'ai acquiescé. Oui. Il m'a emmené vers une étagère au fond du magasin et m'a montré plusieurs options.
Il y avait des caméras intégrées dans des clés USB, des chargeurs de téléphone, des miroirs, des tableaux, mais celle qui a le plus attiré mon attention était celle intégrée dans un réveil numérique. Celle-ci est la plus vendue, a-t-il expliqué en prenant le réveil en main. On dirait un réveil ordinaire, mais il y a une caméra Full HD cachée ici derrière l'écran. Elle enregistre en boucle sur la carte mémoire, a une vision nocturne et vous contrôlez tout par téléphone via Wi-Fi. Il suffit de télécharger l'application, de se connecter et c'est prêt. Combien ça coûte ? 380 € avec la carte de 64 Go incluse. C'était cher, la moitié de ce que j'avais économisé dans le mois, mais j'en avais besoin. Vous pouvez me l'emballer. J'ai payé par carte bancaire, je suis sorti de là avec un petit sac noir et je suis rentré chez moi. Je suis arrivé avant elle, je suis allé directement dans la chambre, j'ai sorti le réveil de la boîte, je l'ai configuré avec mon téléphone en suivant les instructions fournies, et je l'ai mis sur la table de chevet de son côté, à la place du vieux réveil qu'elle utilisait. C'était parfait, identique. Elle ne remarquerait jamais. J'ai testé la caméra via l'application. L'image était nette. L'angle couvrait tout le lit et une partie de la chambre. La vision nocturne fonctionnait et, le meilleur, la caméra n'enregistrait que lorsqu'elle détectait un mouvement et envoyait une notification sur mon téléphone. J'ai rangé la boîte d'origine au fond du placard de la buanderie. J'ai effacé l'historique du navigateur et j'ai attendu. Claire est arrivée vers 18 h, se plaignant que sa mère l'avait embêtée toute la journée. Nous avons dîné en silence. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté dans le salon en faisant semblant de regarder la télé, mais en réalité je regardais l'application de la caméra sur mon téléphone avec le volume coupé. Rien ne s'est passé cette nuit-là. Ni l'autre, ni la suivante. Mais le jeudi, tout a changé. J'avais une garde de nuit de 19 h à 7 h. Je suis parti de la maison à 18 h 30. Je lui ai donné un baiser sur le front. J'ai dit que je rentrais le matin. Elle m'a à peine regardé, continuant à manipuler son téléphone. J'ai pris le RER, je suis descendu à l'arrêt près de l'hôpital, mais je ne suis pas entré. Je suis allé dans un bistrot de l'autre côté de la rue, j'ai commandé une bière et je me suis assis à une table dans le coin avec mon téléphone à la main. J'ai ouvert l'application de la caméra, écran noir, aucun mouvement. Je suis resté là à boire ma bière doucement, regardant l'écran toutes les 2 minutes. Rien. 20 heures sont passées. Rien. 20 h 30 sont passées, rien. Et puis, à 20 h 47, mon téléphone a vibré. Notification. Mouvement détecté. Mon cœur s'est emballé. J'ai cliqué sur la notification. L'écran a chargé. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était elle et un homme, un type grand, brun, d'environ une trentaine d'années, chemise bleu clair, à moitié ouverte, jean foncé. Il est entré dans la chambre en riant et elle l'a tiré par la main en riant aussi. Leur rencontre a été filmée sur notre lit. Je n'arrivais pas à détourner les yeux. Ma main tremblait en tenant le téléphone. Mon estomac s'est retourné, mais je n'ai pas fermé l'application. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de savoir. J'ai tout vu, chaque geste, chaque contact. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai entendu sa voix haute et claire à lui. Ton mari est un grand naïf, hein ? Elle a ri. Un rire léger, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Un gamin qui ne tient même pas la distance, qui reste là à se plaindre qu'il est fatigué, qu'il a sommeil. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousé. Il a ri plus fort. Heureusement que tu m'as moi, alors, un vrai homme. Elle s'est mordu la lèvre. C'est vrai. Toi au moins tu sais comment me traiter. J'ai fermé l'application, verrouillé le téléphone, l'ai mis dans ma poche et je suis resté là, figé, regardant la bière devant moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé la table, j'ai juste senti un vide énorme dans la poitrine, comme si on m'avait arraché quelque chose de l'intérieur. Mais avec le vide est venu autre chose, une chose froide, calculatrice, rationnelle. Elle venait de me donner toutes les preuves dont j'avais besoin. J'ai payé ma consommation. Je suis sorti du bistrot, je suis entré à l'hôpital, je suis allé au vestiaire, j'ai changé de vêtements, j'ai mis ma blouse et j'ai commencé ma garde. Mais ma tête n'était pas là, elle était dans la vidéo, dans les mots, dans son rire. La garde a été longue, il n'y a pas eu de grande urgence, juste des cas légers,
des gens avec de la fièvre, de l'hypertension, des crises de panique. J'ai tout traité en mode automatique, je posais des perfusions, prenais la tension, donnais des médicaments. Mais mon esprit était loin. À 3 heures du matin, je suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et j'ai rouvert l'application. La vidéo était toujours là, enregistrée. Je l'ai téléchargée sur mon téléphone, fait une sauvegarde à 3 endroits différents, Google Drive, une clé USB et je me la suis envoyée par email. Je n'allais pas courir le risque de perdre ça. À 7 heures, la garde s'est terminée. J'ai changé de vêtements, pris mon sac à dos et je suis parti. Mais je ne suis pas rentré directement chez moi. Je suis passé au parking et je suis resté à l'intérieur de ma Peugeot 208 d'occasion que j'avais achetée 2 ans auparavant, avec des mensualités de 200 € par mois. Je suis resté à réfléchir, à planifier. Si j'arrivais à la maison maintenant et que je la confrontais, que se passerait-il? Elle nierait, dirait que la vidéo était un montage, que j'étais fou, que j'avais envahi sa vie privée. Elle retournerait la situation comme elle le faisait toujours, et à la fin, c'est moi qui aurais tort. Non, je ne pouvais pas faire ça. Je devais attendre le bon moment, la laisser s'enfoncer toute seule, la laisser continuer à m'accuser, à m'humilier, à me traiter d'infidèle. Et là, quand elle s'y attendrait le moins, je montrerais la vérité. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait semblant de ne rien savoir. J'ai fait semblant que tout était normal. Je suis rentré à la maison à 7h40. Elle était sous la douche, comme toujours. J'entendais l'eau couler, la vapeur sortant par le bas de la porte. Je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé la télé et j'ai attendu. Elle est sortie environ 10 minutes plus tard en peignoir, cheveux mouillés, visage endormi. Elle m'a dit un bonjour sec et est allée faire du café. Je suis allé dans la chambre, j'ai enlevé mes vêtements et j'ai aussi pris une douche. Quand je suis sorti, elle était déjà dans le salon en train de boire son café, sur son téléphone. Garde difficile, a-t-elle demandé sans me regarder. Normal, ai-je répondu, en me servant aussi du café. Silence. J'ai bu mon café lentement, la regardant du coin de l'œil. Elle souriait à son téléphone, tapant quelque chose, probablement pour lui. J'ai fini mon café, lavé la tasse et je suis allé dans la chambre pour dormir, mais je n'ai pas réussi. Je suis resté allongé là, regardant le plafond, pensant à tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je ne ressentais pas de colère. Je ressentais du dégoût. Dégoût d'elle, dégoût de moi pour avoir été si naïf. Dégoût de toute la situation. Mais pas de colère, la colère brûle vite. Ce que je ressentais était froid, c'était du calcul, c'était de la patience. Les jours suivants furent les pires de ma vie, parce que je devais vivre avec elle, faire semblant que tout allait bien alors que je connaissais la vérité. C'était comme vivre avec un fantôme. Un fantôme qui m'a trahi, qui m'a humilié, mais qui dormait encore à mes côtés chaque nuit. Elle a continué avec les accusations, continué à dire que j'en avais une autre, continué de me réclamer de l'attention, de l'affection, et moi, je répondais juste que j'étais fatigué, que j'étais surchargé, que j'avais besoin de temps. Et elle s'énervait, criait, pleurait, disait que je n'étais plus le même, que j'avais changé, qu'elle ne savait plus qui j'étais. Mais moi, je savais qui elle était. Et cela faisait toute la différence. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Les jours passaient et je rassemblais plus de preuves parce que la caméra continuait d'enregistrer et il continuait de revenir. Chaque fois que j'avais une garde de nuit, il apparaissait toujours à la même heure, entre 20h30 et 21h. Il restait jusqu'à environ 23h, parfois minuit. Et chaque fois c'était la même chose, des rires, des gestes intimes et des commentaires sur moi. Ton mari est pathétique. Il ne se doute même de rien. Tu devrais le quitter bientôt. Je vais le faire. Calme-toi. J'attends juste le bon moment. J'ai tout sauvegardé. Chaque vidéo, chaque phrase, chaque preuve. Et puis, dimanche matin, j'ai pris une décision. J'allais la confronter, mais pas seul et pas sans témoin. J'ai appelé mon frère, Mathieu. Il habite à Meaux, travaille comme mécanicien, il a environ 5 ans de plus que moi. Il a toujours été protecteur, toujours le genre de gars qui règle les choses à sa manière si nécessaire. Mais je ne voulais pas de conflit. Je voulais juste que quelqu'un de la famille connaisse la vérité avant qu'elle n'essaie de tout déformer.
Mathieu, j'ai besoin de toi ici à la maison demain matin vers 10 heures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprendras quand tu arriveras. Mais c'est sérieux. Il a soupiré. D'accord, je viendrai. J'ai aussi appelé ma mère. Madame Irène, 62 ans, retraitée, vit seule dans un petit appartement à Vincennes. Elle a toujours aimé Claire, disait toujours que j'avais eu de la chance d'avoir trouvé une femme honnête, mais je savais que lorsqu'elle verrait ce que j'avais à montrer, elle changerait d'avis. Maman, j'ai besoin que tu viennes ici à la maison demain matin vers 10 heures. Il est arrivé quelque chose, mon fils? Il va se passer quelque chose. J'ai besoin que tu sois là. Adrien, tu m'inquiètes. Je sais, maman, mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Elle est restée silencieuse quelques secondes, mais a accepté. D'accord, je viens. Et puis j'ai appelé mon avocat. Non, je n'avais pas d'avocat. Je n'en avais jamais eu besoin. Mais un collègue de l'hôpital, Julio, m'en avait recommandé un il y a quelques mois, quand je pensais gérer la succession de la maison de ma grand-mère qui était décédée. Il s'appelait Maître Renaud, petit cabinet près des Champs-Élysées, avocat en droit de la famille et succession. J'ai appelé le numéro que Julio m'avait donné. Il a répondu à la 3e sonnerie. Cabinet de Maître Renaud. Bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous urgent. C'est pour un divorce. Un instant. Je suis resté à attendre. Environ 30 secondes plus tard, une voix grave a répondu. Ici Maître Renaud. Qui est à l'appareil? Adrien Delma. J'ai besoin de conseils pour un divorce et j'ai des preuves d'infidélité. Il est resté silencieux pendant environ 2 secondes. Quel genre de preuves? Vidéo de ma femme avec un autre homme dans ma maison, dans mon lit. Je comprends. Vous voulez lancer la procédure des 7 semaines? Oui, je veux qu'elle soit prise par surprise. Il a eu un petit rire bas. Alors vous êtes au bon endroit. Fixons ça à lundi 10 heures. C'est possible. Oui. Apportez les vidéos. Acte de mariage, justificatif de domicile et tout ce que vous avez d'autre. On règle ça rapidement. J'ai raccroché le téléphone et j'ai respiré profondément. C'était fait, tout était organisé. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que dimanche arrive. Mais il y avait un problème. Claire serait à la maison dimanche matin et si elle voyait ma mère, mon frère et tout un tas de gens arriver, elle se méfierait. Elle sortirait, inventerait une excuse et je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Alors j'ai imaginé une stratégie. Samedi soir, alors qu'elle était dans le salon, je suis allé vers elle. Claire, on a besoin de parler demain. Elle a levé les yeux de son téléphone. De quoi? De nous. Du mariage. Je vois bien que tu n'es pas heureuse et moi non plus. Donc, je pense qu'on a besoin de s'asseoir et de décider ce qu'on va faire. Elle a froncé les sourcils, surprise. Tu parles de divorce? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'on a juste besoin de faire une pause, mais on doit discuter. Elle est restée à me regarder quelques secondes, comme si elle essayait de lire dans mes pensées, mais j'ai gardé un visage neutre. D'accord, a-t-elle dit finalement. Demain on discute à 10 heures ici dans le salon. C'est parfait. Elle n'allait pas sortir et j'aurais ma mère, mon frère et la vérité de mon côté. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt, même sans avoir bien dormi. Je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté une baguette, du fromage, du jambon, du jus d'orange. Je suis rentré, j'ai mis la table, fait du café. Tout normal, tout comme d'habitude. Claire s'est réveillée à 9 heures, a pris sa douche, s'est préparée et est venue à la cuisine. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble en silence. Elle était sur son téléphone. Moi, je pensais à ce qui allait se passer tout à l'heure. À 9h50, la sonnette a retenti. C'était ma mère. J'ai ouvert la porte. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Entre. Elle est entrée, a salué Claire, qui était visiblement surprise. Madame Irène, vous allez rester ici? Ma mère m'a regardé. J'ai acquiescé. Oui, ma fille. Adrien me l'a demandé. 5 minutes plus tard,
la sonnette a retenti à nouveau. C'était Mathieu en débardeur, casquette, visage endormi. Alors, frangin? Qu'est-ce qu'il y a? Entre, tu vas comprendre tout de suite. Il est entré, a salué tout le monde et s'est assis sur le canapé. Claire était visiblement nerveuse maintenant. Adrien, qu'est-ce qui se passe? J'ai respiré profondément. Assieds-toi dans le fauteuil, Claire. On va avoir cette conversation dont je t'ai parlé. Elle s'est assise. Les bras croisés, le visage fermé. Pourquoi tout le monde est là? Je n'ai pas répondu, j'ai juste pris mon téléphone, je l'ai connecté au câble HDMI de la télé et j'ai ouvert l'application de la caméra. Parce que je veux qu'il voie ça. Et alors j'ai appuyé sur lecture. L'écran de la télé s'est allumé et elle était là, au lit avec lui. Les sons ont résonné dans le salon, les rires, les phrases. Ton mari est un grand naïf, hein? Un gamin qui ne tient même pas la distance. Ma mère a porté la main à sa bouche, mon frère s'est levé du canapé les yeux écarquillés. Et Claire? Claire est restée figée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, le visage blanc, comme si elle avait vu un fantôme. J'ai mis la vidéo en pause pile au moment où le type disait « Tu devrais le quitter bientôt ». Je me suis tourné vers elle et j'ai parlé calmement, en me contrôlant. Alors c'est pour ça que tu ne sentais plus mon toucher, n'est-ce pas? Parce que tu étais déjà suffisamment touché et tu m'accusais encore d'en avoir une autre. Incroyable. Elle a commencé à pleurer. Pas ce pleur de regret, c'était du pur désespoir. Elle est tombée à genoux sur le sol, les mains sur le visage, sanglotant bruyamment, comme une enfant. Adrien, je peux expliquer. Mon frère a fait un pas en avant. Expliquer quoi, Claire? Que tu as dépassé les limites, que tu as trompé mon frère dans son lit. Elle a essayé de parler, mais ne parvenait qu'à sangloter. Ma mère s'est levée, a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Je ne peux pas rester ici, Adrien. Mon fils, je suis de ton côté. Tu as bien fait de montrer ça. Cette femme ne te mérite pas. Elle est sortie. Mon frère est resté un peu plus, juste pour s'assurer que j'allais bien et ensuite il est aussi parti. On est restés seuls, elle et moi. Moi debout au milieu du salon, les bras croisés, elle par terre en train de pleurer. Adrien, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une bêtise, je sais. Mais on peut arranger ça. On peut arranger ça? J'ai interrompu d'une voix toujours calme. Arranger comment, Claire? Tu m'as trompé pendant des mois. Tu as amené un autre homme chez moi, dans mon lit. Tu m'as traité de gamin, de naïf. Tu as ri de moi et tu as encore eu le culot de m'accuser d'en avoir une autre, de me faire sentir coupable de ne pas te toucher. Alors qu'en vérité je ressentais juste du dégoût pour toi. Elle a levé le visage, les larmes coulant. J'étais perdu. Toi, perdu. Comme c'est pratique. J'ai pris mon sac à dos, qui était déjà prêt depuis la veille au soir et je me suis dirigé vers la porte. Je vais rester chez ma mère quelques jours. Lundi, je vais chez l'avocat. D'ici là, tu peux commencer à chercher un autre endroit où vivre, parce qu'ici tu ne restes pas. Adrien, non, s'il te plaît. C'est fini, Claire. Et tu le sais. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Je suis allé directement à l'appartement de ma mère. Elle m'a reçu avec une étreinte serrée, sans rien dire. On est resté là enlacés pendant de bonnes minutes et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis permis de pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, c'était de soulagement, de libération. Dimanche soir, Claire a essayé de m'appeler environ 30 fois, a envoyé environ 50 messages, des audios en pleurant, en suppliant, jurant qu'elle allait changer. J'ai tout lu, tout écouté, mais je n'ai répondu à rien. Lundi matin, à 10h pile, j'étais au cabinet de Maître Renaud. J'ai montré les vidéos. Il a regardé en silence, notant tout, hochant la tête. Ceci est de l'or, Adrien. Manquement grave au devoir du mariage, adultère prouvé, offense à la dignité. Vous allez vous en sortir avec tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez même demander des dommages et intérêts. J'ai secoué la tête. Je ne veux rien d'elle, maître. Je veux juste m'en sortir avec ma dignité. Qu'elle garde les meubles, tout. Je veux juste le divorce. Il a souri. C'est honorable.
Mais l'appartement est au nom de qui? C'est une location, le bail est à son nom. Alors vous n'avez rien à perdre. Parfait. Je vais préparer les papiers. Dans quelques mois, vous êtes un homme libre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les semaines suivantes, Claire a tout essayé. Elle a appelé ma mère en pleurant, a appelé mon frère pour demander de l'aide, a envoyé sa mère, Madame Sonia, me parler. Mais je n'ai pas cédé, non pas parce que j'étais froid, mais parce que je savais qu'il n'y avait pas de retour possible. Sa famille m'a insulté sur les réseaux sociaux. Ils m'ont traité de tous les noms. Madame Sonia a posté un long texte sur Facebook disant que j'avais abandonné sa fille au moment où elle avait le plus besoin, que j'étais un homme sans caractère. Mais la vérité a cette particularité, elle finit toujours par fuiter. Un ami commun qui travaille dans la même clinique qu'elle, Marc Lemoine, m'a appelé environ 2 semaines après que la bombe a éclaté. Adrien, mec, tu ne vas pas le croire. Tout le monde en parle ici à la clinique. En parle de quoi? De son histoire. Il paraît que tout le monde savait déjà. Le gars de la vidéo, c'est Cédric, le coach personnel de la salle de sport qu'elle fréquente. Ils avaient une liaison depuis au moins 6 mois. Jeanne, qui travaille à la réception, les a vus tous les deux dans un hôtel discret près de la Francilienne. Tout le monde savait et personne ne me l'a dit. Mec, tu sais comment c'est. Personne ne veut être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais tout le monde commentait. J'ai raccroché le téléphone, me sentant encore plus trahi, mais en même temps soulagé, parce que maintenant je savais que ce n'était pas juste mon impression, c'était réel et tout le monde le savait. La vidéo a fini par fuiter. Ce n'était pas moi, je le jure. Je pense que c'était quelqu'un de sa famille même, une cousine jalouse ou je ne sais pas. Mais ça a fuité. Et quand ça a fuité, la bombe a explosé pour de bon. Claire a été licenciée de la clinique. Ils ont dit que c'était pour rupture de confiance, mais tout le monde savait que c'était à cause du scandale. Cédric, le coach, a disparu des réseaux sociaux, a fermé Instagram, Facebook, tout. La salle de sport où il travaillait l'a aussi licencié et sa famille est restée silencieuse. Madame Sonia a effacé le long texte de Facebook. Les cousins ont arrêté de m'insulter. Tout le monde a simplement disparu. Je suis resté concentré sur ma reconstruction. J'ai loué un petit appartement, un studio près de l'hôpital, dans le secteur de Maison-Alfort. 700 € de loyer, tout compris. Petit, mais c'était à moi. J'ai acheté quelques meubles sur le Bon Coin, un lit simple, une petite table, une plaque de cuisson, un canapé 2 places. J'ai mis une plante à la fenêtre du salon, une succulente qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. J'ai commencé une thérapie avec une psychologue que l'hôpital propose aux employés, Dr Claudia. Une fois par semaine, tous les mercredis à 14 h, je m'asseyais dans ce petit cabinet et je parlais de tout, de la trahison, du dégoût, de la sensation d'avoir été pris pour un idiot. Vous n'avez pas été pris pour un idiot, Adrien, m'a-t-elle dit lors d'une des séances. Vous avez été trahi. Ce sont des choses différentes. Être un idiot, c'est ne pas voir les signes, vous les avez vus et vous avez agi. Cela vous rend intelligent, pas idiot. Ces mots m'ont aidé à arrêter de me blâmer. Et doucement, très doucement, j'ai commencé à me sentir bien à nouveau, pas heureux, mais en paix. Environ 4 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas planifié, c'était naturel. Une nouvelle infirmière qui est entrée dans le service, Léa. Elle avait 29 ans, était de Melun, venait d'obtenir son diplôme, était enthousiaste pour son premier emploi. On a commencé à discuter pendant les pauses, dans les couloirs, à la cafétéria. Elle était drôle, légère, honnête, il n'y avait pas de petits jeux, pas d'arrière-pensée, c'était juste elle. Et peu à peu j'ai réalisé que je l'appréciais, pas de cette manière désespérée, dépendante, mais de cette manière tranquille, saine. Je l'ai invitée à prendre un café après la garde. Elle a accepté. Nous sommes allés dans une boulangerie tout près, avons commandé un pain au chocolat et un café crème. Nous avons discuté pendant 2 heures de tout, de sa vie, de la mienne, des gardes, de nos rêves. Et quand j'ai raconté l'histoire de la trahison en m'attendant à ce qu'elle prenne peur, elle m'a juste regardé avec empathie. Tu as fait ce qu'il fallait, Adrien. Personne ne mérite d'être humilié comme ça. Le respect est la base de tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Elle était différente.
On a commencé à se voir plus souvent. Rien de sérieux au début, juste de l'amitié. Mais doucement c'est devenu quelque chose de plus. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, nous sommes ensemble. Nous n'habitons pas encore ensemble, chacun chez soi, mais on se voit tout le temps. Et c'est bon, c'est léger, c'est respectueux. Elle connaît ma mère, connaît mon frère et il l'aime bien parce qu'elle est vraie, elle est honnête, elle me traite comme j'ai toujours mérité d'être traité. Et Claire, je l'ai rencontrée une fois par hasard au Franprix. Elle était avec sa mère, poussant le chariot, le visage plus maigre, des cernes profonds, les cheveux ternes. Elle m'a vu et a détourné le regard. J'ai juste passé mon chemin, pris ce dont j'avais besoin et je suis parti. Je n'ai pas ressenti de colère, pas de pitié, je n'ai rien ressenti. Et je crois que c'est la meilleure vengeance, l'indifférence. Aujourd'hui, 1 an et demi après tout ça, je vais bien. Pas parfait, mais bien. J'ai mon appartement, mon travail, ma petite amie, ma famille et le plus important, j'ai ma paix. J'ai appris que le respect ne se négocie pas, que la dignité n'a pas de prix et que parfois la meilleure chose que vous puissiez faire est d'avoir de la patience, d'attendre le bon moment, de laisser la vérité parler pour vous. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la vidéo qui m'a sauvé, c'est le courage d'appuyer sur lecture, de regarder la vérité en face, même si ça fait mal, et d'avoir posé une limite là où j'aurais dû la poser bien avant, parce que tout homme mérite d'être respecté dans sa propre maison. Et si tu n'as pas ce respect, alors tu n'as rien. Commentaire, au-delà de la douleur de cette situation, j'aimerais que vous reteniez la force incroyable qu'il faut pour se choisir soi-même. Le respect de soi n'est pas une option, c'est le fondement de notre bien-être. Savoir poser des limites claires et s'y tenir est un acte de courage et de bienveillance envers soi. Parfois, affronter une vérité difficile est le seul chemin possible pour commencer à guérir. On ne peut pas contrôler les actions des autres, mais on peut toujours choisir la manière dont on y réagit. Choisir la paix plutôt que la vengeance est souvent la véritable victoire. La guérison n'est pas un processus passif, mais un engagement actif envers soi-même. J'espère que cela vous rappelle qu'il faut être toujours bienveillant, d'abord avec vous-même, puis avec les autres. Votre tranquillité d'esprit est votre bien le plus précieux, et vous méritez de la protéger. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.